Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette salle Ampère pour la deuxième journée du Paris-Saclay Summit. Alors c'est la deuxième édition de cet événement organisé par Le Point, un grand succès où se retrouve la fine fleur de la recherche et de la science. Cet événement est donc organisé par Le Point, comme je vous le disais, en partenariat avec la région Île-de-France, l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique et évidemment de nombreux partenaires, médias, académiques et presse. Alors c'est plus d'une soixantaine de conférences, rien que 22 dans cette salle. Deuxième journée, première conférence de la journée. On ne va pas attendre avant de vous dévoiler cette table ronde. C'est parti. Alors, un sujet vital et concernant pour ouvrir cette deuxième journée, enfants sportifs malades, la science au service de l'alimentation. Vous le savez sans doute, nos besoins nutritionnels évoluent en fonction de notre âge, notre mode de vie, de notre santé. Les enfants nécessitent des apports spécifiques pour leur croissance, les sportifs pour optimiser leur performance. On a d'ailleurs grandement parlé de l'alimentation des athlètes lors des derniers JO au village olympique. Enfin, les personnes malades ou âgées ont elles aussi de besoins nutritionnels spécifiques afin de mieux soutenir leur organisme. Alors, comment la recherche contribue-t-elle à mieux nourrir chaque individu en fonction de son âge, en fonction de ses besoins? Quels sont les derniers progrès en matière de nutrition? Et pour en débattre, Victoire Desroux, vice-présidente innovation et expérience du consommateur chez Danone, bienvenue. Agnès Gibéraud, directrice du centre de recherche de l'Institut Life, bienvenue. Je rappelle également que vous êtes l'auteur d'un ouvrage « Quand la recherche se met à table » et vous êtes toutes deux interviewées par Anne Jeanblanc, journaliste au Point. Merci. Alors effectivement, aujourd'hui, les spécialistes font appel à des techniques de plus en plus sophistiquées pour savoir précisément ce qui est bon pour notre santé, comment les aliments et les nutriments sont métabolisés. Mais il ne faut pas oublier que de tout temps, il a toujours été dit qu'une alimentation équilibrée était à la base de notre santé. D'ailleurs, c'est ce que disait Hippocrate déjà bien longtemps avant notre ère. Pour rentrer dans le sujet, j'aimerais d'abord connaître un peu vos parcours professionnels, savoir d'où vous venez, où vous en êtes aujourd'hui, donc vos titres ont été donnés. Mais c'est assez intéressant, ça permettra de mieux comprendre après les parties que nous allons développer. On commence avec vous, Victoire. Très bien. Bonjour à tous. Donc moi, je suis biochimiste et ensuite je suis docteur en sciences alimentaires avec une spécialité en sciences sensorielles. Sciences sensorielles. Sciences sensorielles. On va expliquer. Oui. Aujourd'hui, je dirige le centre de recherche et d'innovation de Danone à Paris-Saclay. Et justement, avec mes équipes, mes travaux portent particulièrement sur l'expérience du consommateur. Parce que notre but, c'est de guider la conception de produits qui vont être toujours sains, bien sûr, mais aussi délicieux, faciles à utiliser et absolument utiles, donc très pertinents, qui répondent à des besoins. Merci. Agnès. Oui, donc je suis également docteur en sciences des aliments et aujourd'hui je dirige le centre de recherche de l'Institut Life, anciennement Institut Paul Bocuse. Donc vous avez les photos ici. En fait, c'est un lieu où on forme les professionnels de la restauration et où nous avons un centre de recherche pour décoder, analyser scientifiquement les mécanismes du plaisir de manger. Et donc, on s'intéresse au plaisir de manger comme facteur clé de santé et de comportement alimentaire. Parce qu'effectivement, le plaisir doit être au cœur de l'alimentation, parce que ce qui ne fait pas plaisir, on ne le mangera pas. Je voudrais commencer avec vous deux sur une question sur la place de l'alimentation aujourd'hui. Ces enjeux, j'y arriverai, ces enjeux sanitaires, oui, c'est un petit peu difficile le matin, les enjeux sanitaires, environnement et sociaux. On commence avec vous, Victoire ? Oui. Absolument. Alors moi, pourquoi je suis ici aussi? Parce que comme Hippocrate, je suis vraiment persuadée que l'alimentation, c'est notre première médecine. Et ça, c'est quelque chose qui me vient de ma mère, qui était très pionnière sur le sujet, qui m'a appris à cuisiner de saisons variées, parce que c'était la façon de prendre soin de son alimentation et donc de sa santé. Et donc sur l'alimentation, finalement, il y a différentes facettes. La première facette de l'alimentation, c'est une facette nutritionnelle. C'est-à-dire qu'on a besoin pour notre organisme d'énergie et de nutriments. Ça, c'est la première facette. Mais en fait, l'alimentation, ça va bien au-delà que juste se nourrir.
il y a une dimension sensorielle, il y a une dimension émotionnelle et il y a une dimension sociale. Donc la dimension sensorielle, là on parle ici du plaisir de manger. Ça veut dire le goût, les arômes, les textures, toute cette expérience sensorielle absolument qu'on a tous ressentie. Donc ce plaisir, les émotions aussi associées. Donc les émotions, ça peut être se rappeler des souvenirs. C'est extrêmement intime en fait, hein, la nourriture. La Madeleine de Proust. Exactement, la Madeleine de Proust, la fameuse. Et donc ça, c'est l'expérience, tout ce qui est émotionnel. Et puis émotionnel, mais aussi social, parce que le repas, c'est le moment propice aussi à vivre des moments ensemble, à transmettre, à renforcer nos liens affectifs. C'est aussi l'alimentation, un passage culturel, un passage une transmission de culture. Oui, alors donc ces éléments de plaisir de manger, on va nous les analyser avec des méthodologies pluridisciplinaires qui se complètent, et on a un modèle de description de l'alimentation qui part bien sûr de l'aliment. Donc dans l'aliment, on va faire le lien avec la formulation, les procédés, la présentation, donc tout ce qui est physico-chimie de l'aliment. Qui va aider les designers, qu'ils soient industriels, qu'ils soient chefs dans un restaurant ou dans un On parle de designer aussi dans l'alimentation. Oui, food design, oui. C'est marrant. Et le lien avec l'individu, ce qu'il ou elle perçoit au travers de ses 5 sens. Ça, c'est un premier élément. Mais ce qu'on a aujourd'hui développé, c'est la connaissance de l'ensemble du contexte du repas. Puisque bien sûr, un même aliment, qu'on le mange au petit déjeuner, en train de se déplacer, qu'on soit seul avec d'autres gens, qu'il y ait de la musique, du bruit, qu'on ait du temps, qu'on ait dépensé beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, tous ces éléments pondèrent l'expérience qu'on est en train de vivre. Et donc là, on a besoin de nombreuses disciplines pour détailler ces effets de contexte. Et le troisième élément, c'est l'individu lui-même, le mangeur, puisqu'on est tous différents, on a notre système physiologique de perception qui est différent, mais nos besoins de santé, on y reviendra, notre mémoire, notre culture. Et donc, on a ces 3 piliers, l'aliment, le contexte et le mangeur, qui sont la base des modèles scientifiques aujourd'hui de recherche. C'est de multiples paramètres. C'est difficile de tirer des conclusions avec autant de facteurs. Voilà, donc c'est ce qui est passionnant. Et bien sûr, on simplifie le problème quand on met en place une expérimentation scientifique. On ne va pas traiter tous les paramètres, toutes les populations. Et donc, à chaque projet, il y a une sélection de facteurs. Oui. Alors, on va commencer par le début de la vie, et notamment par la diversification alimentaire. Victoire, quand est-ce qu'on peut introduire, par exemple, les fruits et les légumes dans l'alimentation d'un jeune enfant ? Alors, la diversification alimentaire, ça veut dire c'est à partir du moment où on commence à introduire des aliments solides au-delà du lait. Ça démarre à partir de l'âge de 4 mois. Alors moi, personnellement, j'ai 3 enfants. Donc quand j'ai commencé la diversification alimentaire, j'ai démarré par donner des petites compotes de fruits, des pommes, des poires, parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Je sais maintenant que c'était une erreur, parce que les recommandations qui viennent des études recommandent aujourd'hui de démarrer absolument par les légumes, parce qu'il s'agit de l'éducation du goût. Donc le goût des légumes, salé, amer, c'est une vraie découverte pour l'enfant. Donc, les recommandations, c'est d'introduire des légumes un à un, purs, pour qu'ils découvrent vraiment le goût. Et là, il ne faut pas hésiter à vraiment lui en faire goûter le plus possible. Donc, petits pois, carottes, haricots verts, courgettes, potirons. Il faut l'exposer de façon répétée, parce que si on l'expose de façon répétée, c'est la façon de l'éduquer, c'est une véritable éducation du goût pour plus tard. Mais mettre une carotte dans une purée de pommes de terre, juste pour apprendre progressivement, ça ne se fait pas du tout, ça. Mais il faut lui apprendre les goûts. Donc pour ça, c'est d'abord, on recommande vraiment d'apprendre le légume pur. Et puis après, on fera des mélanges. Donc une fois qu'on l'a éduqué comme ça, bien sûr, on introduit les pommes, les poires. Mais là, il n'aura aucune difficulté à l'accepter. Parce qu'en fait, ces goûts sucrés, il est habitué déjà aux goûts sucrés depuis le liquide amniotique. Donc là, il n'aura pas de problème. Et alors, l'introduction des morceaux aussi, vous avez dit que c'était important de le faire relativement tôt. Absolument, ouais. Les morceaux, il faut les introduire à partir de l'âge de 6 mois jusqu'à 1 an, pour éviter ce qu'on appelle la néophobie alimentaire qui va se développer plus tard.
Donc, ça veut dire que les morceaux, après les purées lisses, à partir de 6 mois, il faut aller purée épaisse, purée un peu granuleuse, puis des petits morceaux fondants. En fait, ça va entraîner des mouvements de la langue qui sont favorisés par ces textures. Et ces mouvements de la langue sont très importants pour le développement dentaire et le renforcement des mâchoires. Et en France, en pratique, on constate que l'introduction des morceaux a lieu après 1 an. Et c'est vraiment dommage parce qu'après 1 an, on a une augmentation de la néophobie. Et Parce que le morceau peut susciter une phobie. oui. Plus que le En fait, goût. la néophobie caractérise soit le goût, soit la texture. D'accord. Ça, je ne savais pas non plus. On en apprend des choses ce matin. Et alors, justement, Agnès, vous dites qu'il faut accompagner l'apprentissage des aliments nouveaux, c'est-à-dire? Oui, alors en effet, la diversification alimentaire, ça commence dès le ventre de la maman, puisqu'il y a le passage dans le liquide amniotique des parfums, de tout ce que la mère consomme. Et évidemment, donc, au moment de la diversification, on va chercher à développer la plus grande diversité d'aliments, mais pas de manière masquée. En effet, c'est un apprentissage cognitif. Donc notre équipe travaille sur le sujet depuis des années et on a notamment identifié 2 facteurs très importants. Il y a la néophobie qui démarre avant même de goûter. Donc en fait, C'est la couleur, c'est quoi à ce moment-là? Alors ça peut être la couleur, mais ça peut être le nom si on est dans la phase où l'enfant échange et connaît déjà le nom des aliments. Et c'est cette construction qu'on a en mémoire et que l'on enrichit tout au long de notre vie. Si on passe enfant ou adulte un séjour assez long dans un autre pays, on va changer notre référentiel. Et donc, dans la néophobie, il y a 2 facteurs qui entrent en jeu. Il y a la personne elle-même. Il y a certaines personnes qui ont des traits de personnalité qui vont être plus ou moins aventureux ou plus ou moins prudents, et en particulier en fonction de l'alimentation, puisque ça nous vient des temps anciens où il fallait apprendre à ne pas consommer des fruits sauvages qui pouvaient nous empoisonner, etc. Donc, c'est une protection au début. Et donc il y a la personnalité, les traits de personnalité, et puis il y a aussi la culture, puisque par exemple, si on va en outre-Manche, les brocolis, les enfants adorent. En France, c'est pas tout à fait le cas. Et donc après, on peut aller plus loin dans la consommation de produits exotiques. Donc il y a ce côté avant même de goûter, est-ce que je connais ou pas? Donc pour lutter contre ce phénomène ou l'atténuer, en fait, c'est donc on disait goûter, mais c'est aussi toucher. Observer la personne qui prépare le repas en train de laver ou aller acheter, couper, etc., préparer. Donc, et petit à petit, avoir cette connaissance. Donc, c'est cognitif. Et le deuxième critère, c'est vraiment l'expérience perçue au moment de la dégustation. Et là, on a tous notre équipement physiologique. Donc, il y a des gens qui sont très, très, très sensibles à l'amertume, par exemple. On les appelle les hypertesteurs. Donc, un jus de pamplemousse, ça va être tellement amer qu'on sent même plus le sucre. Et puis, il y en a d'autres qui gèrent cette amertume sans problème. Donc là, il y a énormément de recherches sur la physiologie du goût et le lien avec l'expérience perçue. Et donc, comment on fait pour lutter contre cette partie-là? On travaille justement avec la cuisine alors c'est là où on peut faire des mélanges carottes, pommes de terre. Bon, la carotte c'est sucré en général, ça pose pas trop de problèmes, mais brocoli, pommes de terre, mais en montrant aussi, en éduquant que ça c'est du brocoli, ça c'est de la pomme de terre, on va le mélanger, et donc on peut renforcer l'expérience, la mémoire et l'appréciation. Donc on joue sur les 2 tableaux, cognitif et expérientiel. Moi, je dirais quand même un conseil pratique pour si une néophobie s'est un petit peu installée. Déjà, si le grand frère fait burk quand le petit goûte quelque chose, je pense que ça aide pas. Et puis une fois que c'est en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer un petit peu les choses pour redonner goût à d'autres produits?
Alors, il y a beaucoup de méthodologies qui sont proposées, et c'est vrai que, et c'est tout au long de la vie, hein, parce que un enfant qui a un trait de néophobie va le garder toute sa vie. Hein, donc, mais simplement, on peut jouer sur des facteurs de design, justement. Donc, il y a des expériences qui sont faites où on demande aux enfants de mettre en scène leurs aliments. Donc, ils sont déjà impliqués dans ce qu'ils vont manger, ils sont familiarisés avec le toucher, etc. Il y a bien sûr l'environnement social. Il y a le côté liberté de goûter, puisqu'on a tendance à dire mais goûte, si t'aimes pas tu le diras, mais non, mais aujourd'hui on sait qu'il faut accompagner déjà le fait de choisir de goûter. Donc il peut y avoir des exemples, il peut y avoir d'autres, le rôle des pairs, donc des autres amis où on sait que tel bon copain apprécie tel aliment. Donc voilà, il y a tous les aspects sociaux à ce niveau-là également. Beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle des sportifs, donc de 7 à 77 ans, un petit peu comme les lecteurs de Tintin, voire plus. Victoire, l'alimentation doit permettre au corps d'être performant. Que dit la science ? Alors la performance, en fait, pour ça, il faut lui apporter, pour notre corps, il faut apporter de l'énergie. Ouais. Et évidemment, là, il y a une question de force. Alors quand on parle de force, là, on pense tout de suite aux muscles. Et en matière d'alimentation, l'élément clé, ça va être les protéines. Alors les protéines, qu'est-ce que c'est ? Déjà, les protéines, c'est une molécule biologique complexe qui est absolument fondamentale à la vie. Hein. Et elle est composée de 20 acides aminés qui s'associent sous forme de colliers de perles, en fait, pour former des protéines extrêmement diverses. Alors, parmi ces 20 acides aminés, il y en a 9 qu'on appelle les acides aminés essentiels. Alors, pourquoi essentiels ? Ça veut dire que le corps humain ne sait pas les fabriquer. Donc, ils doivent absolument être apportés par notre alimentation. Alors, le cas particulier des protéines, c'est que finalement, contrairement aux glucides ou aux acides gras, qui peuvent être mis en réserve par le corps humain, ça on le sait tous, hein. Hélas, parfois. Les protéines, ce n'est pas le cas. Les protéines, elles ne sont pas stockées. Donc ça veut dire qu'elles doivent être apportées par notre alimentation de façon absolument régulière. Et si on a un déficit dans notre alimentation en apport de protéines, le corps humain va aller piocher dans nos muscles pour aller apporter des acides aminés dans notre sang. Donc, très important, l'apport en protéines régulier. C'est quoi régulier ? Alors, régulier, c'est tous les jours. C'est absolument tous les jours. Et donc, il faut apporter d'abord la bonne quantité. Donc, la bonne quantité, là, ça va dépendre de notre profil d'activité physique et notre morphologie. En règle générale, pour un adulte, on dit qu'il faut un peu moins. Un adulte qui ne fait pas beaucoup d'activité physique, il faut un peu moins d'1 gramme par kilo par jour de protéines. Bon, ça correspond. Ça fait quoi ? Ouais, voilà, en termes de un beefsteak ? Alors, non, ça veut dire que quand on a, donc, on va dire un adulte de 70 kilos, il faut qu'il ait entre 60 et 70 grammes de protéines par jour. Ça voudra dire 150 grammes de viande ou de poisson, un œuf, 2 yaourts et une portion de fromage. D'accord. Voilà. Après, si cet adulte, il fait du sport 4-5 fois par semaine, à ce moment-là, ses besoins en protéines vont doubler. Donc, il faut rajouter des légumineuses, des céréales, des yaourts hyperprotéinés, etc. Voilà, ça, c'est très important. Alors, ça, c'est la quantité de protéines. Après, il y a la qualité des protéines. Donc, la qualité des protéines, en fait, il y a 2 facteurs très importants. 1, c'est la composition en acides aminés essentiels. Et 2, c'est la digestibilité. Donc, c'est la capacité de notre corps à absorber, en fait, ces protéines et à les transformer en acides aminés. Là, sur la digestibilité, on sait que la digestibilité des protéines animales est excellente. Elle est entre 90 et 99%, alors que la digestibilité des protéines végétales est moindre. Mais elle a d'autres importances, finalement, évidemment, parce que quand on mange des protéines végétales, on ne mange pas que des protéines quand on mange un végétal. Voilà. Vous avez parlé des yaourts protéinés. Quand on a préparé cette table ronde, vous avez raconté l'histoire des yaourts Skyr. J'aimerais bien que vous la racontiez à nouveau. Alors, le Skyr, en fait, c'est un produit islandais traditionnel qui existe depuis vraiment des millénaires en Islande. Et nous, chez Danone, quand on s'est intéressé, en fait, on a lancé un projet qui voulait faire découvrir la diversité des yaourts du monde. Donc, on a lancé, entre autres, le Skyr pour ça. Et puis, finalement, le Skyr est devenu vraiment un phénomène avec un succès incroyable. Et tout ça parce que finalement, c'est plutôt plutôt que pour une idée de diversité culturelle, c'est plutôt l'intérêt nutritionnel
qui a gagné finalement l'intérêt, qui explique le succès de ce produit, notamment Weight Watcher, je crois qu'ils ont changé de nom, mais ils recommandaient absolument le skyr comme un aliment idéal pour accompagner une diète saine. Voilà. Parce que riche en protéines. Parce que très riche en protéines, absolument pas de gras, parce que c'est fabriqué à partir de lait écrémé. Et après, on va concentrer le lait et les protéines du lait. Donc, c'est un aliment pas gras, très protéiné et donc très bon pour la santé. Victoire, vous avez travaillé avec des sportifs pour mieux comprendre leurs besoins. Alors, quels sont-ils? Comment est-ce qu'ils ont bien identifié? Ils savent y répondre? Oui. Alors pour les sportifs, en fait, on a travaillé notamment pour les Jeux Olympiques avec des athlètes pour accompagner leur préparation. Donc les besoins des sportifs, c'est très clair, c'est augmenter leur performance physique, donc pour sa bonne croissance musculaire, mais aussi les aider à une récupération rapide et diminuer la fatigue musculaire. Donc pour ça, les protéines du lait sont d'excellente qualité. En fait, les protéines du lait, c'est 80% de caséine, qui sont des protéines à absorption plutôt lente, et 20% de lactosérum. Donc lactosérum, pour les sportifs, ils connaissent, c'est la fameuse whey, qui va être absorbée très rapidement et qui va faciliter la récupération rapide. Donc on a travaillé avec des sportifs pour les JO. On a développé une gamme de yaourts qui s'appelle iPro. Et en fait, là, on a vraiment combiné notre expertise en protéines et en fermentation pour développer ces produits. Et en fait, ce qu'on a fait avec eux, on a développé des yaourts en pot, avec une texture un peu dense, qui amène, mais très onctueuse, et qui est idéale pour le matin ou le soir. Ça amène de la satiété, il y a 80% de caséine dedans, et donc c'est des protéines qui vont être libérées tout au long de la journée ou tout au long de la nuit pour la récupération. En revanche, juste après l'effort, ils nous ont dit « Ah non, mais là, on a besoin d'une boisson rafraîchissante, qui va nous apporter de la récupération très rapide, et aussi un peu se récompenser de l'effort qu'on a fait. » Ah bah oui, quand même. Donc là, on a développé des yaourts liquides avec eux, qui peuvent en plus être en dehors du frigo pendant 4 heures, donc très, très facile à emmener au moment de l'entraînement. Donc ça, c'est un produit vraiment excellent, très adapté aux sportifs des JO, mais aux sportifs du quotidien comme nous aussi. Alors, il n'y a pas que les sportifs, il y a aussi qui ont des besoins nutritionnels spécifiques. Il y a aussi les personnes âgées, les personnes vieillissantes. Agnès, quelles sont les meilleures protéines pour les personnes qui avancent en âge? Oui, alors on est bien au courant des personnes très âgées qui sont faibles, chez qui la sarcopénie, donc oui, la perte musculaire est déjà bien installée. On a tous nos parents âgés qu'on observe comme étant faibles, mais pour prévenir cet état de fragilité, il faut travailler comme on le fait avec les jeunes enfants, travailler avec les jeunes seniors. Donc, sur la qualité des protéines, la réponse est la même que pour toute l'alimentation, c'est la variété qui est importante. Puisque les acides aminés, donc, qui sont dans chaque matière première, se complètent les uns les autres. Mais on dit quand même que les protéines végétales sont moins bonnes que les protéines animales. C'est pas qu'elles sont moins bonnes, parce que de toute manière, on ne mange pas de la protéine. Oui. On mange un morceau de viande, on mange une purée de lentilles ou un houmous. Et donc, c'est un aliment qu'on mange, c'est pas une protéine. Et donc, ces aliments, ils amènent des fibres, des sels minéraux, des vitamines. Et on a la chance en France d'avoir une agriculture de proximité très variée et donc des habitudes alimentaires très variées. Et donc, c'est notre force pour la santé. Hein. Beaucoup de gens nous disent, mais comment vous faites en France? Vous passez des heures à table et vous avez des taux d'obésité pas si importants. On est trop fort. Et pourquoi on est fort? Parce qu'on a cette diversité. Et donc, pour revenir au sujet des protéines, donc, ce que nous recommandons, c'est de travailler à partir des attentes culturelles en termes de plats, de cuisine, et de varier les sources de protéines. Donc, dans ces images, c'est un exemple de travail que nous menons avec donc, des jeunes seniors pour combiner les deux enjeux majeurs de l'alimentation aujourd'hui, la santé et l'environnement, et augmenter la part de protéines dans les assiettes des jeunes seniors pour préparer leur vieillissement, parce que malheureusement,
le jour de la naissance, on commence à vieillir. Hein. Hélas. Voilà. Donc, mais bon, plus on se rapproche du grand âge, plus nos besoins, notamment en protéines, vont augmenter. Et donc, à partir de 50 ans, on dit il faut commencer déjà à apporter plus de protéines. Et si possible, plutôt des protéines d'origine végétale, puisqu'on a tendance à manger un peu trop de protéines animales par rapport aux acides gras saturés, aux phospholipides, au cholestérol qui peuvent être associés, et aussi pour les questions d'environnement. Donc dans ce projet, nous avons souhaité augmenter la part de légumineuses, tout en gardant, alors vous voyez, il y a des petits bouts de poulet également. La difficulté aujourd'hui, c'est que même chez les adultes, on a de la néophobie. Et on a notre ancrage culturel. Donc, nous avons mené aussi des études en EHPAD, par exemple, et en EHPAD, impossible de leur amener un chili con carne avec des haricots rouges, parce qu'ils n'ont pas le référentiel. Vie, oui, voilà. Oui. Donc, bien sûr, les personnes en EHPAD aussi évoluent. Hein, donc, on se positionne aujourd'hui en 2025. Mais donc, à 50 ans et plus, les légumineuses, OK, on a la saucisse lentille, mais le houmous, par exemple, c'est plutôt les jeunes aujourd'hui qui sont fans. Hein, donc, comment on fait changer ces habitudes alimentaires de manière progressive et mixte. Vous voyez, c'est pas végétarien ou 100% viande, c'est mixte. Donc, je vais raccourcir parce que le temps passe. Donc, comment on a fait ? On est parti en haut de focus group, de groupes de discussion avec des personnes de l'âge visé. Et là, on leur demande de parler de la santé, des protéines, etc. Et petit à petit, on est arrivé à une soupe au pistou revisitée avec donc, des haricots rouges, un peu de viande, des champignons. Et ensuite, on les a testés au restaurant expérimental. Et de cette manière-là, on a pu choisir parmi les plusieurs recettes testées, celle qui avait le plus de potentiel en combinant le goût, le plaisir du goût, la nutrition. Et puis, on a aussi travaillé sur le gras et le sel. Oui. Vous travaillez aussi beaucoup auprès des personnes malades. Il y a pas mal de pathologies qui peuvent changer de goût, couper l'appétit. Racontez-nous un petit peu tout ce que vous avez envisagé pour les aider, ces personnes, à garder une alimentation équilibrée. Alors, en effet, on travaille depuis un certain nombre d'années sur les patients atteints de cancer qui touchent tout le monde. Hein, on en a tous dans nos proches, hélas. Et ce qu'on observe, c'est une grande partie de ces patients qui n'ont plus envie de manger et qui s'extraient du repas. Donc, c'est Pierre-Jean, professeur Souquet, qui, il y a une quinzaine d'années, qui vient me voir en disant qu'est-ce qu'on peut faire parce que mes patients, ils ne mangent plus. Donc, on a testé deux voies. La voie psychologique, dépression, perte de motivation à être avec les autres, etc. Qui accompagne souvent ces maladies. Qui accompagne souvent ces maladies. Et puis la voie sensorielle, puisqu'en fait, vous savez, quand vous vous brûlez la langue parce que le café était trop chaud, vous ne sentez plus rien. Et puis au bout de quelques temps, ça revient. En fait, les récepteurs du goût et de l'odorat sont les rares cellules dans le corps qui se renouvellent. Et donc, elles sont aussi potentiellement atteintes par les produits de chimiothérapie qui empêchent le renouvellement cellulaire. Donc, on a finalement creusé cette voie. Et donc, depuis tout ce travail, on étudie les pertes de goût. Mais pour certaines personnes, c'est une augmentation de sensibilité. Par exemple, avec la présence d'un goût qui est tout le temps là, comme les gens le décrivent comme un goût métallique. Oui, un goût métallique, on le cite souvent, oui. Voilà, mais d'autres ça altère le goût de tous les aliments, le goût métallique. Oui, parce qu'il y a une interaction avec ce que vous mettez en bouche, et donc ça prend le dessus, et du coup, il n'y a plus de plaisir. Donc, on cherche des solutions pour compenser ce goût qui est tout le temps présent. Chez d'autres patients, on a une hypersensibilité aux odeurs. On ne peut plus entrer dans une cuisine parce que rien que l'odeur dégoûte. Et donc là, on a des solutions pour proposer des produits plutôt à consommer froid, à décaler le moment de préparation et le moment de consommation. Et puis, on a aussi des personnes qui ont une distorsion du profil gustatif. Alors, quand je dis gustatif, ça englobe l'ensemble des sens, puisqu'on a les saveurs sur la langue, l'odorat, le piquant, etc. Et donc, au lieu de manger une tomate, quand je mange une tomate, je sens le goût de la terre ou du goudron. Voilà. Et donc, plus rien n'a le goût d'avant. Et évidemment, on prend plus de plaisir. Donc, comment on fait ? Donc, la démarche scientifique a été, est de catégoriser chaque personne dans un groupe, dans un profil de perception, et de combiner ce profil avec les habitudes culturelles et les préférences. Parce que si vous mangez des saucisses lentilles,
voilà, il faut qu'on adapte le plat de saucisses lentilles pour qu'il corresponde à votre perte de goût, votre hypersensibilité, etc. Mais si vous n'en mangez pas, ça ne sert à rien que je vous fasse une proposition d'adapter la recette de saucisses lentilles. Donc c'est justement, très individualisé et personnalisé ce que vous proposez. Voilà, donc ce qu'on a fait, on a testé sur différentes populations de patients en fonction des traitements et c'est un très grand chantier parce qu'on a tous des réponses différentes. Donc on a développé notamment un guide qui est distribué par les soignants, qu'on est en train de mettre de format numérique, où on accompagne chaque patient et sa famille à identifier son profil, donc avec des petits tests de goût. Et ensuite, on a des cuisiniers qui ont fait des recettes typiques. Il y en a 25 dans ce guide. Et chaque recette, on dit, si vous avez perdu le goût, on vous conseille de l'adapter comme ça, etc. Enfin voilà, je vais m'arrêter là. Oui. Victoire, cette perte de sens, de sensation, Ouais. elle est aussi chez la personne qui prend de l'âge. Donc, c'est vraiment des études que vous faites, j'imagine. Ça concerne énormément de monde et pas que les personnes malades. Oui, absolument. En revanche, moi, je vais revenir au sujet de la personne malade. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et pour renforcer ce que dit Agnès, aussi vous donner peut-être quelques chiffres pour vous montrer la dimension de santé publique que ça représente. Il y a 80% des personnes atteintes de cancer qui souffrent de malnutrition. Et les décès en fait de cancer, jusqu'à 20% des décès de personnes atteintes de cancer sont dus à la malnutrition plutôt qu'au cancer lui-même. Donc c'est vraiment un enjeu de santé absolument majeur. Quand on est atteint d'un cancer, nos muscles fondent 24 fois plus vite que chez une personne non malade. Donc l'enjeu de nutrition est énorme et à ce moment-là, les effets des traitements, comme le décrivait Agnès, en fait, font qu'on perd l'appétit, qu'on perd le goût, qu'on perd l'envie de manger. Donc, d'où l'aggravation de ce problème. Alors, nous, chez Danone aussi, c'est peut-être moins connu, mais on travaille énormément pour développer de la nutrition médicale. Et là, on a travaillé avec des patients aussi qui étaient en chimiothérapie. On les a accompagnés tous les jours. On a fait une étude ethnographique avec eux. Et on leur a demandé de développer avec nous les produits, les solutions qui vont être le plus adaptées à leurs besoins. Donc typiquement là, et c'est vraiment une démarche aussi très très sensorielle. Donc on s'est aperçu qu'il y avait les bons jours, les mauvais jours, et en fonction de leurs besoins, on a développé 3 types de produits. Donc c'est des compléments nutritionnels, riches en protéines bien sûr, et complets pour vraiment aider à lutter contre la maladie, c'est en supportant le traitement, évidemment. Donc, finalement, on a développé avec les patients des produits au goût neutre, et ça, vraiment, mieux à accepter en cas de nausée. On a développé aussi des produits au goût un peu frais, rafraîchissants, mentholés, pour les aider quand il y a ces sensations de démangeaison et de brûlure. Et puis, on a développé aussi, en revanche, à l'inverse, des produits plus épicés, pour accompagner les patients qui, eux, sont plutôt en perte de goût et donc en perte d'envie de manger. Ces compléments nutritionnels ont vraiment démontré leur efficacité dans le support au traitement. Et c'est des choses, ça me tient à cœur d'en parler, parce qu'en fait, ce n'est pas assez connu. En France, il n'y a que 1/3 des patients qui sont malades du cancer dont le médecin a parlé de l'importance de la nutrition. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose dont on peut parler autour de nous, très très important. J'ajouterais que les équipes soignantes font le suivi nutritionnel, donc on parle bien de nutrition, mais ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est d'adapter le repas pour garder le plaisir de manger. Et c'est cette approche-là, voilà, ce que tu décris sur les CNO et nous, ce que l'on fait sur l'adaptation des repas, c'est les intégrer toujours pour que la famille entière, c'est pour ça que les aidants sont très importants, écoute le patient et adapte les repas pour garder le plaisir de manger. Parce que comme on a chez les enfants, il faut que tu goûtes, tu me diras si t'aimes ou pas, si t'aimes pas, ok, mais ça devient une injonction, ça devient une pression. Chez les patients atteints de cancer, c'est la même chose. Est-ce que tu as mangé à midi? Ah, mais tu as perdu 500 grammes. Et on a une pression sur le maintien du poids et la nutrition. Et donc, ce que l'on recommande, c'est travailler sur le plaisir de manger. Voilà. Parfait. Vous avez 1 minute, même pas chacune, 30 secondes pour me dire l'avenir demain, parce qu'après, on passe aux questions. Bon, alors pour moi, sans hésiter, c'est le microbiote. On en entend parler, il y aura une conférence cet après-midi sur le microbiote. Le microbiote,
vous savez, c'est cet organe invisible qui fait entre 2 et 4 kilos, composé de 100 000 milliards de bactéries, de micro-organismes qu'on a dans l'intestin. Et en fait, ce microbiote, il joue un rôle fondamental sur notre santé. On est au tout début de la découverte. Et ça ouvre des perspectives incroyables, et notamment chez Danone, c'est passionnant, on est des experts. Je vous avais donné 30 secondes. Ok. Donc je m'arrête là, mais oui, parce qu'il y aura des questions. Très Juste, bien. vous aussi, une petite phrase. Voilà, s'il vous plaît. une petite phrase. Je dirais qu'au niveau de la recherche scientifique, on a des outils bien ancrés et des programmes de recherche très forts sur les sciences des aliments, la nutrition. Aujourd'hui, on a beaucoup de travaux en neurosciences, en psychologie cognitive. Et pour moi, la prochaine étape en complément, pour bien sûr garder tous ces programmes-là, ce sont les sciences sociales pour accompagner les transitions alimentaires, en termes de santé, en termes d'environnement. Merci. Voilà. Oh. Sophie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'ai une question. Vous évoquiez l'exemple de la France en disant qu'en fait, on a cette diversité alimentaire. Est-ce que c'est une bonne façon, la diversité, de lutter contre l'obésité ? Tout à fait. C'est la solution, la diversité en conscience. C'est-à-dire qu'il faut garder une certaine mesure, puisque vous savez qu'on a un décalage entre la faim que l'on perçoit et le rassasiement. Donc, on pourrait avoir un buffet très, très large et manger beaucoup trop si on a tout qui nous arrive au même moment. Donc, la diversité, elle doit être ancrée culturellement et cognitivement pour être habitué à manger des choses différentes, tout en ayant la connaissance de la nutrition qui nous permet rationnellement de construire notre alimentation variée d'un jour à l'autre. C'est la meilleure solution pour être en bonne santé. Et la lutte contre l'obésité, c'est bien sûr avoir des produits avec des fibres, des produits riches en sels minéraux, en vitamines, et avec cette diversité, bien sûr en diminuant l'excès et avec de le gras plaisir. Et avec le plaisir toujours, oui. Et concernant notre goût, il évolue aussi au fur et à mesure du temps, en fonction de l'âge ? Alors, derrière goût, il y a tellement de concepts. Il y a si je fais court, il y a le goût qui veut dire préférence. Tu as le goût pour les framboises, voilà. Donc ça, c'est la préférence. Donc ces préférences, elles évoluent avec notre expérience. Comme je le disais, il suffit que vous changiez de partenaire, vous allez manger différemment à la maison, et petit à petit, oui, finalement, je ne mangeais pas de saucisses lentilles, puisque c'est un bon exemple, la saucisse lentille. Ça, c'est le plat du jour, ça, voilà. C'est sûr. Donc le goût évolue, les préférences évoluent par le produit, l'évolution de la vie et aussi par nos décisions. On peut décider un jour d'arrêter de manger des protéines animales ou des produits animaux. Donc par choix, en fait. Voilà, par choix. Donc ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, je fais court, le goût évolue. Et quand je parle de goût, c'est la sensibilité. Donc, comme vous on le porte disiez des au lunettes, travers aussi on porte des appareils auditifs, on a besoin d'avoir des appareils gustatifs et olfactifs. Donc, on pourrait rajouter du sel, mais on va plutôt privilégier d'ajouter des herbes aromatiques, des épices, pour renforcer le goût qui diminue naturellement avec l'âge et en plus avec certains traitements. Oui, parce qu'on lui propose de nouveaux éléments en fait. Donc du coup, le goût fluctue. Toujours pas de questions. Ah si, écoutez, tenez, je vous amène le micro. Ma femme me prépare une boisson le matin, je crois que c'est du kéfir. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'elle vous empoisonne ou pas ? C'est ça la question. Hein. Dédicace à votre femme. Donc c'est une excellente chose, vous pouvez la remercier, absolument, parce que c'est une boisson fermentée. Et la fermentation, c'est donc excellent. Toutes les boissons fermentées sont excellentes pour nourrir notre microbiote. C'est très riche en probiotiques. Donc les probiotiques, finalement, ça va aller enrichir ce fameux microbiote. Merci de me donner l'occasion de parler du microbiote. Et donc le microbiote, le lien pour la santé, on est vraiment au tout début des découvertes. On sait que maintenant, il y a un lien sur la santé mentale, il y a évidemment un lien sur l'immunité, la diminution, un bon microbiote en bonne santé est très divers, en fait. Ça va renforcer aussi notre capacité à lutter contre les inflammations. Et on voit même un lien entre le microbiote et les maladies neurodégénératives. Donc, il faut prendre soin de son microbiote, il faut manger des aliments fermentés,
le kéfir, les yaourts, la choucroute. La choucroute. La choucroute, exactement. On a fait une rétrospective des terroirs de France. D'ailleurs, le microbiote, on en a beaucoup parlé hier dans cette salle, et puis on a qualifié les somas de deuxième cerveau. Donc, Exactement. Dieu seul sait si c'est Absolument. important. Merci beaucoup à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Merci beaucoup à toutes les trois, c'était passionnant. Je rappelle que dans la salle, il y a une dédicace de ce livre « Quand la recherche se met à table » d'Agnès Giboro, donc ici présente. Et ça nous montre aussi à quel point l'importance de la table, c'est crucial. En fait, la façon dont on va dresser la table nous met en appétit ou pas. Il y a une deuxième table ronde avec de la traduction. Donc pour ceux qui restent dans la salle, on va distribuer des casques. Voilà, merci, à tout de suite.